Bonjour à tous, moi c'est Johan et si comme moi vous aimez bien travailler dans un environnement plutôt propre, je pense que ce talk est pour vous. Alors, petite précision, quand je parle d'environnement, je parle bien, d'environnement virtuel, sur ma machine de travail, parce que heureusement que vous ne voyez pas, mon bureau autour de moi, sinon je pense que voilà. Je vais recommencer par vous raconter l'histoire d'un développeur, qui débarque sur un nouveau projet. Donc, comment ça se passe quand on arrive sur un nouveau projet? D'abord, on fait connaissance, bienvenue dans l'équipe, on se présente, on présente le projet, ok, tout va bien. La suite, voilà la doc, et après, configure ton environnement de travail pour être prêt à bosser, à installer tous les outils. Alors ça, déjà, c'est quand il y a une doc, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, ce qui se passe ensuite, c'est que s'il y a la doc, justement, on la suit ou on suit les, euh, les conseils de ses camarades pour installer justement tous les outils qui vont bien, préparer son environnement et être prêt à travailler sur le projet. Et ce qui se passe généralement ensuite, c'est quelques jours plus tard, souvent, voire tout le temps, on va appeler un collègue à la rescousse parce que y a toujours un truc qui marche pas, ça compile pas, le projet se lance pas, je sais pas pourquoi, ça s'ouvre pas comme il faut, bref, il y a toujours un truc qui cloche. Et sincèrement, si jamais ça vous est arrivé de débarquer sur un nouveau projet, de suivre la doc d'install et qu'il y ait tout qui marche du premier coup, franchement, faites-le moi savoir parce que personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai quelques années derrière moi déjà. Donc voilà, ça, c'est les problèmes les plus courants qui arrivent. Alors souvent la cause, on va pas chercher très loin. La première, c'est les docs sont pas à jour. Alors j'irai jeter la pierre à personne. J'ai déjà été en charge de maintenir ce genre de doc. Ok, c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde. On n'y pense pas forcément parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau dev qui arrive dans l'équipe. C'est très facile aussi d'oublier quand on a un peu la tête dans le guidon, qu'on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui nécessite une mise à jour d'un outil, et hop, on met pas à jour la doc. Enfin, voilà. Et il y a plein de raisons qui font que c'est pas forcément simple de maintenir une telle doc à jour. Ensuite, même si on essaye, même si la doc est à jour et qu'on essaye de bien suivre les instructions, plein de choses aussi qui peuvent mal se passer au moment de l'install. Les outils évoluent soit la plupart du temps en permanence. Des fois, c'est une version patch, une version mineure qui a évolué ou qui est plus forcément disponible sur le bon lien qu'il y avait dans la doc. On se retrouve à installer une version légèrement différente de celle qu'il aurait fallu, ce qui fait que ça marche pas. Ou encore une autre raison, enfin moi qui m'arrive bien plus fréquemment ces jours-ci, c'est parce que quand je sais pas, on est freelance ou quand on bosse sur plusieurs projets en parallèle avec différentes stacks ou différentes versions de projets, des fois on a des environnements qui rentrent en conflit les uns les autres. On a besoin des versions qui sont pas compatibles entre elles et ça coince si on doit switcher d'un projet à l'autre. Alors ces problèmes-là, ils sont pas non plus nouveaux. Si vous avez connu comme moi l'époque d'avant DevOps ou pensez à ceux qui sont encore là-dedans. Pour déployer finalement une application en production, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on avait une doc de déploiement de plusieurs pages et on suivait un process étape par étape pour provisionner une VM, installer les outils, installer toute la stack qui allait bien et à la fin, prier que ça marche bien et en général, on se retrouvait avec le même genre de soucis. Alors pourquoi je vous parle d'une mise en prod? Tout simplement parce que finalement on a résolu ça de manière assez simplement aujourd'hui. Vous connaissez les conteneurs, je ne vais pas vous refaire le speech autour de ça. L'idée c'est que voilà, on a packagé tout notre runtime d'exécution dans un conteneur, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis de version, de conflit, de doc, enfin voilà, tous les problèmes que je viens d'énoncer. Maintenant, l'objet de ce talk, c'est de se dire, finalement, on a fait ça pour nos environnements de dev, nos environnements de prod, on a tout mis dans des conteneurs, pourquoi pas aller un cran plus loin et se dire, finalement, pas faire tout le développement dans un conteneur directement. Donc pour ça, ce qui est plutôt pas mal aujourd'hui, c'est qu'on a une extension VS Code, alors qui est toujours en preview, mais qui marche plutôt pas mal pour l'essayer depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Remote Development, qui vous permet de faire exactement ça. Et plutôt que d'en parler, je pense que ce qui va être de mieux, c'est de vous montrer comment ça marche en pratique sur différents exemples. Donc maintenant, je vais passer sur un projet. Donc ici, c'est un projet tout neuf. On va se dire que je me mets dans la peau d'un nouveau dev qui arrive sur ce projet-là. Donc vous pouvez voir que j'ai ouvert un petit fichier C#, c'est un projet .NET Core. Alors moi, j'ai pas d'environnement particulier .NET installé sur ma machine, donc
On peut le vérifier en tapant .NET dans le terminal. Enfin voilà, j'ai pas les outils qu'il faut pour compiler le projet. J'ai pas d'extension pour m'aider avec l'IntelliSense C#, etc. Alors oui, je peux naviguer dans le code, essayer d'aller faire des modifs dans les fichiers, mais je pourrais pas aller très loin en l'état. Alors comment faire, sachant qu'il n'y a pas de doc, il n'y a rien. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que je vois qu'ici, alors je reviendrai dans le détail là-dessus, mais il y a ce petit répertoire qui commence par .devcontainer qui va justement m'indiquer que ici j'ai une config toute prête à l'emploi qui tourne dans un conteneur. Alors pour switcher mon VS Code en mode développement depuis un conteneur, j'ai cette icône là en bas à gauche ici dans mon VS Code. Si je clique dessus, je vais avoir plusieurs options et notamment celle qui m'intéresse, Reopen in Container. Donc si je fais ça, mon VS Code va se relancer et sous un mode un peu spécial où il va se connecter justement à un conteneur de développement. Alors là ici ça se lance assez rapidement, il faut savoir que la première fois il va falloir qu'il télécharge l'image Docker, qu'il la build, ça peut prendre quelques minutes, c'est plutôt pas mal, ça permet de faire connaissance avec ses collègues, le temps d'aller chercher un café, on revient, et après on arrive sur un environnement qui est tout prêt comme celui-là. Donc déjà tout de suite on voit déjà que la tête de mon terminal a un peu changé. Si je réessaye de retrouver mes outils .NET, on voit cette fois-ci qu'ils sont bien installés. Comment ça marche? C'est pas de la magie. Vous avez pu déjà jeter un œil. Ici, j'ai un fichier Dockerfile, rien de plus standard. C'est-à-dire que j'ai une image. Alors ici, c'est une image déjà fournie de base avec tous les outils .NET qui vont bien. Ici, avec du .NET Core. Il y a quelques options. Si vous voulez installer vos propres outils dessus, vous faites comme vous faites d'habitude sur n'importe quelle image Docker. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Un peu plus intéressant, on a ce fichier ici, devcontainer.json. Donc ce fichier-là, c'est le fichier de config qui va permettre de dire à VS Code justement comment utiliser notre image et comment on va travailler avec. Donc on a quelques settings, un petit nom, ce qui permet de savoir justement toujours dans quel environnement on est ici en bas à gauche, quelle image Dockerfile utiliser, si par hasard on voudrait pouvoir switcher des fois entre plusieurs images selon ce qu'on a besoin de faire. Et éventuellement des options pour pouvoir builder une image différente. Je ne sais pas si vous avez des préférences particulières dans l'équipe de dev, ça peut être des fois pratique justement pour installer des outils différents selon la machine de chacun. Un peu plus intéressant, on voit qu'on a une partie settings ici qui va nous permettre notamment de définir des settings propres à VS Code. Donc ça va être exactement les mêmes settings, les mêmes syntaxes que ceux que je vais pouvoir ouvrir si j'ouvre ici dans mon VS Code et que j'ouvre mes settings à moi perso de VS Code. On voit que j'en ai quelques-uns. Ici, je peux les forcer pour qu'ils s'appliquent uniquement lorsque mon VS Code a chargé justement ce conteneur de développement précis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'appliquer tout le temps. Notamment, moi par défaut, sur mon développement classique en local, j'utilise un Z-Shell. Et là, ici, dans cette image-là, il n'est pas forcément installé, donc je lui force un autre terminal ici, en l'occurrence Bash. Je pourrais notamment faire ça avec d'autres settings, ça peut être notamment pratique quand on a certaines choses qu'on veut configurer par défaut pour notre VS Code pour toute l'équipe. Notamment, on peut partager des settings par ce biais-là. Encore plus intéressant, ici on peut rajouter une liste d'IT d'extensions qu'on voudrait qu'ils soient installées par défaut. Pareil, encore une fois, lorsqu'on travaille dans ce conteneur de développement. Plus intéressant, c'est que ces extensions-là, si je switch d'onglet que j'ai dans mon onglet extension ici, donc on voit que j'ai ma liste des extensions en local en première partie, et j'ai une deuxième partie un peu spécifique où j'ai une liste d'extensions devcontainer. Donc les extensions que je vais lister ici, elles vont être installées automatiquement la première fois qu'on va créer ce devcontainer, elles vont être installées dans le conteneur, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas affecter ma machine locale. Dès que je fermais ce devcontainer-là, ces extensions-là, j'en parle plus. Ce qui est plutôt pratique, c'est que ça permet d'avoir des extensions, notamment celle-là pour faire du C# qui sont dédiées à un contexte donné. Donc là, par exemple, je suis dans un projet C#, je peux vouloir cette extension-là, je pourrais en avoir d'autres, des linters propres à C# ou autres, par exemple. Et dès que je ferme ce projet-là, au moins ces extensions-là, elles sont plus chargées, on n'en parle plus, et elles ne viennent pas pourrir mes autres projets où j'en ai pas besoin. Donc ça permet vraiment aussi de cloisonner son environnement VS Code au-delà de l'environnement vraiment purement outillage qu'on va retrouver dans le conteneur. Dernière chose, les conteneurs c'est pratique parce que ça permet d'avoir une bonne isolation justement entre ce qu'il y a dans le conteneur et sa machine locale. Ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est du coup aussi isolé. Notamment dans le sens où si vous faites du développement web par exemple, comme moi, vous avez un serveur à lancer, on aimerait bien pouvoir être capable de se connecter au serveur web depuis l'extérieur, depuis sa machine locale. C'est à ça que va servir cette option-là ici, pour pouvoir justement permettre de forwarder
des ports qui seraient accessibles uniquement depuis l'intérieur du conteneur, depuis votre machine locale. Donc ça permet automatiquement de binder ces ports-là par défaut. Je peux vous montrer du coup en pratique comment ça se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ici mon projet. Donc il y a une petite API web écrite en .NET Core. Donc là, il va compiler, ça s'exécute. Donc voilà, on voit que ça tourne ici sur le port 5000. Je vais switcher derrière hop, dans mon navigateur. Si je recharge, voilà, on voit que je récupère du JSON. Donc il a bien réussi à se connecter ici à mon conteneur de développement. Donc ça, c'est bien mon navigateur qui tourne en local sur ma machine, et derrière mon serveur qui tourne depuis mon conteneur. Si jamais, ça peut arriver, hein, on n'a pas forcément envie de devoir tout relancer ou tout reconfigurer à chaque fois qu'on fait un changement, on peut avoir un outil, on a un besoin ponctuel d'ouvrir un port, et il y a un truc qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps, c'est cette petite icône ici dans la barre de statut qui ressemble à une antenne 5G. On peut voir la liste des ports du coup qui sont ouverts et forwardés. On peut en rajouter aussi à la volée. Si on a besoin, je sais pas, je vais rajouter le port 3002, hop, je peux le rajouter ici à la volée sans avoir besoin de tout reconfigurer ou de relancer justement mon conteneur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc vraiment, voilà, on peut travailler comme de manière complètement transparente, comme si on était vraiment en local sur sa machine. Donc ça, faut savoir ce qui est pratique aussi, c'est que vous le voyez, on a un fichier Dockerfile, on a un fichier dev-container.json qui vit dans le projet lui-même. Donc ce qu'on va vouloir tendance à faire, c'est le committer dans notre repo Git et le partager avec ses collègues. Ce qui est pratique, c'est que du coup tout le monde a la même config, tout le monde a son petit conteneur qui va pouvoir s'installer et surtout pouvoir se mettre à jour si jamais il y a un besoin de mise à jour, parce que les outils peuvent évoluer. Si des fois j'arrive dans mon Dockerfile ici, je sais pas, je veux changer la version de .NET à un moment donné, et si je le fais ici, la prochaine fois que je rouvre mon dev container, il va le détecter, il y aura juste à rebuilder le container, éventuellement il va réinstaller des outils, les images, et je vais être prêt à travailler. Et ça c'est pratique pour tout le monde, ça veut dire que, je sais pas, si vous partez en vacances une semaine et que pendant ce temps-là il y a vos collègues qui mettent à jour justement l'environnement de dev, quand vous revenez, vous n'aurez pas la belle surprise de découvrir qu'il n'y a plus rien qui compile, il n'y a plus rien qui marche sans comprendre pourquoi. Dans ce cas-là, vous voyez que le conteneur, l'image Dockerfile a été mise à jour, vous aurez une petite notif de VS Code qui va vous le dire, et vous n'aurez plus qu'à rebuilder l'image et vous serez prêt avec le nouvel environnement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'étape d'après, c'est que là, c'est bien beau, j'avais un projet, je débarquais dans un projet où tout était mis en place. C'est comment on met ça en place déjà, ou comment on démarre un nouveau projet finalement de rien, si j'ai pas déjà le bon environnement qui va bien. On va partir cette fois-ci dans un environnement vierge. Donc là, j'ai un projet où j'ai absolument rien. Alors moi, de base, je suis plutôt un développeur Node.js. Donc j'ai quand même des outils installés en local sur ma machine, notamment Node. Bon, à part que, comme ça fait 30 ans que je fais du Node.js, je ne mets pas forcément à jour tous les jours, où j'ai des vieux projets notamment qui ont besoin d'une vieille version de Node V12. Bon, c'est pas la plus récente. Là, j'aimerais bien démarrer un nouveau projet et justement avoir une version aussi un peu plus récente. Donc comment on fait? Bon, je pourrais créer moi-même mon Dockerfile ici à la main ou mon fichier JSON, c'est pas non plus très compliqué, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Je peux aussi aller encore une nouvelle fois lancer l'extension ici Remote Dev et voir que j'ai une option ici Add Development Container Configuration Files. Si je clique dessus, j'ai déjà plein de configurations et encore plus, voilà, si j'affiche la liste complète qui sont faites pour moi. Donc il y a à peu près toutes les chances pour que vous trouviez votre langage, votre runtime qui va bien. Si je filtre un petit peu ici sur Node, je vais prendre la version de base. Vous voyez que déjà il y a des choses un peu plus avancées où on peut aussi avoir des bases de données derrière, enfin voilà, des trucs un peu plus complexes. Je vais partir sur une image Node avec la dernière version, donc la V16 de base. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a juste créé ces deux fichiers-là. Hein. Jusque-là, rien de plus que ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'image .NET. Donc cette fois-ci, par contre, c'est une image qui cible du Node.js. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rouvrir mon projet comme tout à l'heure dans le conteneur. Donc mon VS Code se recharge. J'ai tout qui redémarre. On va attendre un petit peu. J'ai mon terminal qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir. Voilà, donc cette fois-ci je retrouve mon terminal. Ici je teste bien cette fois, donc j'ai bien un Node dernière version. Je peux bosser dans mon projet avec la dernière version de Node sans que ça impacte quoi que ce soit sur mon projet ici en local. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, la manip que je viens de faire, j'aurais pu le faire sur un projet où il y avait déjà du code source, et je voulais par exemple juste rajouter la configuration pour ce dev container là. Donc ça m'aurait bien créé que ces deux fichiers là. Une fois que je suis là, je peux faire à peu près ce que je veux. Hein.
Je sais pas si je veux créer par exemple un nouveau projet React. Voilà, je fais un npm init React App, hop, my app, il va installer tout ce qu'il faut. Enfin là, voilà, là ça va tourner vraiment dans l'environnement, dans mon conteneur, avec les outils qui vont bien. Si j'installe des paquets, ils vont s'installer dans mon conteneur, ça va pas du tout rentrer en conflit ou pourrir mon environnement local. Jusque là, voilà, pas de souci. Je vais l'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, il y a quand même un truc, c'est que, bon, je vous disais au début, bon, on arrive sur un projet, l'idée c'est de rien avoir installé. Vous allez me dire quand même, bon, bah, il faut un minima avoir Docker d'installer avec VS Code et l'extension Remote Container. Et derrière, bon, après on gagne du temps, on n'a pas à aller dans le détail de tous les outils. Mais il y a quand même voilà, une petite étape. Maintenant, si je vous disais qu'on peut aller un cran plus loin et avoir vraiment strictement rien à installer. Donc, je vais rebasculer sur le navigateur et c'est là où je vais quand même parler un petit peu de GitHub Codespaces. Peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, c'est un environnement de dev complètement online qui tourne dans le navigateur. Donc aujourd'hui, c'est une bêta privée. Vous pouvez demander éventuellement un accès. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite vision de ce qui pourra arriver par la suite dans GitHub. Donc là ici, je retrouve mon projet de tout à l'heure, le projet .NET dont je vous ai fait la démo juste avant. Donc c'est vraiment la même chose avec le répertoire dev container, les mêmes fichiers. Et donc ici, si j'ouvre l'onglet code, donc on a les options classiques ici pour cloner son projet, récupérer un zip ou l'ouvrir directement dans CodeSpace. Donc ici, si je clique ici sur ce main là, je vais atterrir directement là-dedans. Je l'ai fait ici à l'avance pour gagner un peu de temps. Et vous voyez que je retrouve exactement mon même VS Code que tout à l'heure. J'ai juste changé le thème de couleur histoire qu'on voit un peu la différence, mais bon, on voit qu'on cette fois-ci on est dans le navigateur. Par contre, côté expérience, c'est vraiment mon VS Code classique, j'ai mes outils qui tournent, enfin voilà, jusque-là, j'ai pas de surprise. L'avantage d'un environnement comme ça, c'est, alors moi je l'imagine très bien, par exemple, faisant pas mal d'open source, si je veux aller contribuer sur un projet, j'ai pas forcément le temps des fois pour aller faire une petite modif dans le code, mais quand même bien tester que tout compile toujours ou que les tests se lancent bien, de tout cloner l'environnement sur ma machine, d'aller installer les outils qui vont bien, les différentes versions, de me retaper encore les problèmes de conflits éventuels. Là, l'idée, c'est que j'ai un repo auquel je veux contribuer ou corriger un bug ou autre, proposer un changement. Je peux directement, depuis GitHub, ouvrir mon environnement de dev, qui sera fait pour ce projet-là, aller faire mes petites modifs, aller les tester, lancer les tests qui vont bien et faire ma PR intégralement depuis le web. Ça, c'est un premier avantage. Un autre, ça pourrait être, alors moi j'ai pas mal bossé dans le passé dans des environnements réseau très contraints. J'imagine que vous avez peut-être déjà eu l'expérience justement d'un proxy d'entreprise un peu capricieux qui laissait rien passer, impossible d'installer un paquet npm, d'installer justement son package Java ou autre, et d'être un peu coincé côté développement. Là, l'avantage de passer par un Codespace, c'est que du coup, pour peu qu'on ait un accès justement à un navigateur web, donc juste du port 80, on arrive très bien à s'en sortir, à faire absolument tout le développement qu'on veut, vu qu'après c'est le conteneur qui est hosté chez GitHub qui va prendre le relais, et là on est complètement sur un réseau ouvert et rapide. Ce qui m'arrange notamment moi avec ma petite connexion internet. Un autre truc, c'est qu'on a aussi un mode un peu hybride, là je vais vous montrer sur un autre repo, c'est que si au moment où on ouvre dans Codespace, on a aussi le choix, on a le petit bouton qui va apparaître, voilà, d'ouvrir, au lieu que ce soit directement dans le navigateur, d'ouvrir ici notre projet dans VS Code. Donc là je ne vais pas le faire, mais si je clique dessus, ce qui va se passer, c'est qu'en fait j'ai mon VS Code local qui va aller se connecter au conteneur qui lui va tourner dans GitHub. Donc c'est exactement la même démo que je vous ai fait tout à l'heure, sauf que le conteneur, au lieu de tourner en local sur ma machine, il est hosté directement chez GitHub. Donc dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'avoir ça qui est sur ma machine, et ça me permet notamment, par exemple si j'ai une machine de dev qui n'est pas très puissante, d'aller profiter justement de la puissance de la VM ou du réseau qui est directement sur GitHub. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire pour la démo. Donc, je vais repasser rapidement sur les slides. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment une introduction rapide de comment on met ça en place sur un projet, quels bénéfices immédiats on peut voir. J'imagine qu'il peut y avoir plein de questions suite à ça. C'est pour ça que je vous ai mis un petit lien pour retrouver les slides, mais c'est pas forcément l'intéressant, mais surtout plein de liens pour aller voir comment mettre ça en place sur vos projets avec des tutoriaux et surtout pas mal de use cases un peu plus avancés.
Notamment, par exemple, maintenant, si vous voulez justement déployer dans des conteneurs en prod, on a besoin de bosser avec Docker. Alors c'est pas mal, c'est qu'on peut faire de l'inception. Là, ici, on travaille dans un conteneur de dev, mais on peut faire du Docker in Docker, donc utiliser quand même Docker depuis son conteneur à l'intérieur, ça fonctionne. On peut générer aussi des environnements à base de plusieurs conteneurs qui tournent en parallèle, à base de Docker Compose. Enfin, voilà, on a plein de use cases avancés comme ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, au-delà des tutoriaux, il y a un talk justement qu'a fait Benoît. Vous pouvez retrouver la vidéo, du coup, qui est un peu la suite naturelle de celui-là, finalement. Si vous voulez creuser un peu plus tous ces use cases avancés, je vous incite à aller le voir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me pinguer sur Twitter, que ce soit aujourd'hui ou un peu plus tard, quand vous essayerez. Moi, personnellement, ça fait déjà maintenant quelques années que je suis passé au conteneur de dev et ça fait vraiment gagner du temps. Voilà. Merci et à bientôt.